Radio J. Le Forum Radio J, Frédéric Aziza. Radio J. Bonjour et bienvenue au Forum Radio J, dont vous êtes l'invité de la seconde partie Prisca Thévenot, après Sébastien Chenu en première partie. Quand vous voyez les sondages, Prisca Thévenot, est-ce que vous ne vous dites pas qu'Emmanuel Macron a mis sa majorité présidentielle dans l'impasse ? Je pense que plus que d'être dans l'impasse, il a remis le pays sur un chemin, celui du chemin démocratique. De l'échec et du chaos. Vous savez, donner la voix aux Français par les urnes, c'est jamais le chemin de l'échec et du chaos. C'est effectivement un choix en respect, un choix qui peut être vertigineux, mais c'est un choix qui est d'autant plus démocratique qu'il est mis dans la main des Français. Mais est-ce que comme Gabriel Attal, on le sait, vous étiez opposé à cette dissolution ? Déjà, la question ne m'a pas été posée. On va remettre un peu si on vous avait posé la question, l'église au milieu du village. Si vous avez posé la question, je suis sûr que vous aurez dit non, il ne faut pas le faire. Moi, je pense que pas forcément, mais en même temps, ce n'est pas de ma prérogative. Ben, c'est pas ma prérogative. Non, mais d'accord, mais là vous dites ouais, ça veut dire que j'aurais dit au président, il ne faut pas démissionner, il ne faut pas dissoudre, pardon. J'aurais un petit moment d'hésitation. Ouais. Maintenant, vous me connaissez maintenant un peu, je suis très respectueuse de l'ordre établi et des missions et des fonctions des uns et des autres. Et ma mission et ma fonction n'est absolument pas de venir décider d'une dissolution ou pas. Non, mais vous considérez que c'est une erreur ? Je sais pas si c'est... Non, donner la parole aux Français n'est jamais une erreur. Non, mais là, dissoudre l'Assemblée. Je viens d'y répondre. Donner la parole aux Français n'est jamais une erreur. Moi, je le dis dans l'autre sens. Je vous le dis dans l'autre sens. Si on avait eu ces élections européennes le 9 juin, avec le score que nous connaissons aujourd'hui, dont nous prenons acte, et le président n'avait rien fait. Rien. Vous auriez été le premier à me dire il n'a rien fait, bon, c'est pas possible. On va pas refaire le passé, on va parler de l'avenir. Voilà, donc avançons. On va parler de l'avenir. Édouard Philippe, qui a été premier ministre d'Emmanuel Macron, il dit quand même qu'Emmanuel Macron a tué la majorité présidentielle avec la dissolution. Vous faites le même constat que lui ou pas ? Non, force est de constater qu'à l'Assemblée nationale, il n'y a ni majorité ni assemblée, puisqu'il n'y a plus de députés. Et alors ? L'Assemblée a été dissoute. Non, mais il parle de majorité présidentielle. Il l'a tué. Mais en fait, vous savez ce qu'on est en train d'essayer de faire là ? Justement, cette clarification aussi, c'est pour avoir un bloc central fort de différentes nuances. C'est mal barré là, selon les sondages. Mais pourquoi ? Oui, on regarde les sondages, bien évidemment. Je ne suis pas celle qui ne regarde pas les sondages et qui ne constate pas effectivement que le Rassemblement national est extrêmement haut et que le nouveau Front populaire NUPES l'est aussi. Je regarde les sondages. Maintenant, ce que je dis, c'est qu'il reste encore une semaine pour convaincre pour le premier tour, se concentrer sur ce premier tour. Et dès le premier tour, il faut appeler à avoir des votes utile. Et je pense que oui, il y a 3 blocs. Le bloc qui permet à Jordan Bardella de devenir Premier ministre, le bloc qui permet à Jean-Luc Mélenchon de devenir Premier ministre et le bloc qui permet à Gabriel Attal de le rester. Et alors, quand on reparle d'Édouard Philippe, quand il dit Emmanuel Macron a tué la majorité présidentielle, est-ce qu'il joue le jeu, Édouard Philippe ? Est-ce qu'il est vraiment loyal au président et à la majorité en parlant comme ça ? Ou est-ce qu'il fait son... Il prépare la présidentielle en essayant de distendre ses liens avec le président de la République. Je ne pense pas qu'il distende ses liens avec le président de la République parce qu'il faut simplement regarder où aujourd'hui Édouard Philippe fait campagne. Il fait campagne auprès des députés de la majorité présidentielle. D'horizon. Pas forcément. Bref, il est loyal pour vous. Je pourrais vous citer des noms. Il a fait campagne, par exemple, dans le 17e arrondissement pour une candidate Renaissance. Donc, je veux dire, à un moment, il ne faut pas chercher de la est-ce zizanie. qu'il est loyal en parlant comme ça, c'est tout ? C'est juste la question. Il est loyal parce qu'en fait, il agit en faisant campagne pour les députés de la majorité du bloc central. Donc, ça ne vous choque pas qu'il parle ainsi ? Il a tué la majorité. Heureusement qu'il y a des nuances au sein de la majorité. Elles ont toujours existé. Mais une nuance ou une opposition ? Une nuance. Je continue à le dire. Édouard Philippe fait campagne sur le terrain auprès des députés de la majorité présidentielle. Édouard Philippe est un homme fort de la présidence d'Emmanuel Macron puisqu'il en a été un Premier ministre. Donc je ne vois pas où il y a un problème et la nuance doit pouvoir exister au sein d'une famille politique sans qu'elle soit taxée d'opposition. Gabriel Attal fait campagne autour de 2 axes majeurs, les classes moyennes et la question d'autorité. On a envie de vous demander et de lui demander aussi à lui pourquoi ou à Emmanuel Macron, pourquoi ces mesures annoncées par le Premier ministre n'ont pas été réalisées depuis 7 ans ? Pourquoi ? Non, sans déconner. Elles ont été arrêtées. Elles ont été réalisées, elles ont été mises en place, mais on doit aller d'autant plus fort et agir d'autant plus vite. On ne peut pas dire qu'on n'a rien fait sur la justice et sur le respect de l'autorité en France, notamment avec les moyens renforcés pour la justice, les moyens renforcés pour nos forces de l'ordre et également des lois très précises, notamment la loi contre les séparatismes qui a été mise en place et que le Front populaire NUPES veut abroger. Nous avons avancé. Force est de constater que nous devons continuer, nous renforcer et aller plus loin sur la base de ce qui a été fait, pas en détricotant, surtout pas en détricotant. Sur la dette,
Elle a explosé pendant le mandat d'Emmanuel Pourquoi Macron. Vous allez nous parler Pourquoi du Covid. Hein, Non, mais on peut balayer ça comme ça. Ouais. Mais il y a 2 ans, sur ces mêmes plateaux, on nous disait, vous n'en faites pas assez. Aujourd'hui, on nous dit, on en a fait trop. Pardon, mais quand il y a une crise, là, en responsabilité, oui, on doit protéger sa population. Et je poursuis la question. Donc, elle a explosé 3100 milliards aujourd'hui. Oui. Dans ce contexte, est-ce que vous êtes vraiment en mesure de donner des leçons de bonne gestion au Rassemblement national et au nouveau Front populaire, à l'opposition de gauche? Non, mais franchement, on regarde les choses. Encore une fois, c'est pas donner des leçons de bonne gestion que de faire quand il faut protéger les Françaises et les Français face à une crise, une pandémie. Oui, mais la Commission européenne, elle a ouvert la voie à des procédures pour déficit public excessif contre 7 pays de l'Union européenne, dont la France. Mais parce que nous étions en face à un problème majeur qui s'appelle une pandémie. Ouais. Une épidémie mondiale. Donc, qu'est-ce qu'on fait ? On doit dire non, on fait rien, on bouge pas et on laisse les Français face à cette pandémie. Mais là, Et donc, quand vous soulignez effectivement cette décision de la Commission européenne, rappelons-nous aussi de ce qu'elle y avait été décidé sur les premières années de la présidence d'Emmanuel Macron. Elle avait salué l'effort de gestion, de bonne gestion. Quand on n'est pas en période de crise, on gère bien. Et d'ailleurs, la Commission dit, dans ce même rapport que vous soulignez, il faut aller jusqu'au bout du texte pour le comprendre, que justement, elle a confiance dans la capacité de la France à pouvoir réduire son déficit à horizon 2027 par rapport aux politiques menées depuis 2017. Ça aussi, il faut pouvoir le dire, je pense. Alors, le programme économique défendu par Gabriel Attal, que ce soit l'élargissement de la prime Macron, l'indexation des retraites sur l'inflation, qui avait déjà d'ailleurs été annoncé, la mise en place d'une complémentaire santé à 1 € par jour pour ceux qui ne sont pas couverts, et toutes les autres, ça coûte de l'argent. Comment vous faites pour les financer alors que la situation économique et budgétaire de la France est au plus bas? Justement, en fait, les propositions faites par le Premier ministre Gabriel Attal, qui, rappelons-le, était aussi un certain temps important ministre du budget, sont prises dans le cadre de la trajectoire budgétaire que nous mettons en place et que nous mettons avec un horizon 2027 de réduction des déficits. Et ça, nous l'assumons. Nous avons une trajectoire logique et cohérente et les mesures annoncées s'inscrivent dans cette trajectoire budgétaire. Et alors, autre volet de ces propositions du Premier ministre et donc de la majorité, le volet autorité. Le Premier ministre souhaite qu'un mineur responsable de violences aggravées de plus de 16 ans et en récidive puisse être jugé comme un majeur. C'est ce que demandent LR et le RN depuis des années. Pourquoi ne pas les avoir entendus avant ? Non mais stop, arrêtons de faire de LR-RN ou RN-LR le nouvel alpha et oméga de la classe politique aujourd'hui et du débat politique. Je pense qu'aujourd'hui, il faut regarder les choses telles qu'elles sont. Pourquoi ne pas l'avoir fait avant ? Pardon, il y avait un travail en cours, justement. Il y avait un texte en cours de préparation. Tout a été stoppé, justement, par cette dissolution. Donc oui, nous devons pouvoir reprendre les travaux parlementaires qui étaient en cours dès la fin de ces élections législatives, sur la base du travail qui avait été fait. Et sauf erreur de ma part, la première proposition que Jordan Bardella a fait du Rassemblement national, c'est pas de travailler, mais c'est de faire un audit sur la base de choses qui existent déjà. Donc nous, ce qu'on dit, c'est que nous sommes déjà prêts, nous avons déjà des travaux en cours, nous avons déjà des textes en cours sur la base de travaux qui ont été faits au cours des dernières années, et nous devons pouvoir les reprendre. Au passage, on parle de la campagne. Vous faites campagne sur votre affiche avec le portrait d'Emmanuel Macron ou de Gabriel Attal? Avec le prochain Premier ministre. Je pense que avec Gabriel Attal. Pas avec Emmanuel Macron. De quoi est-il question pendant ces élections législatives ? On a fait l'erreur pendant les élections européennes de nous laisser embarquer sur des sujets qui n'étaient absolument pas ceux des élections européennes. D'accord ? Sur ces élections législatives, nous ne laisserons pas faire. Ouais. Nous ne laisserons pas faire. Ça suffit. La question, c'est pas Emmanuel Macron. Emmanuel Macron est président de la République jusqu'en 2027. La question pour ces élections législatives, c'est qui pour prochain Premier ministre ? Et donc, je suis en faveur de Gabriel Attal comme Premier ministre. Je l'assume, je le dis. Il n'y a pas de début de vouloir cacher que je suis macroniste ou pas. Je suis membre du gouvernement. Oui, mais j'ai été élu en 2022 grâce à Emmanuel Macron. On n'est pas en train de se renier, on est simplement en train d'être dans une démarche de transparence. Qui pour Premier ministre à la suite de ces élections législatives ? Gabriel Attal. L'un des axes de campagne de la majorité, c'est de dire que les choix économiques du RN et du nouveau Front populaire ruineraient le pays, aggraveraient notre situation. Pourquoi plus eux que vous ? Et parce qu'ils ne financent pas. Alors, d'un côté, vous avez Jordan Bardella. Alors, c'est vrai que le Rassemblement national n'aime pas les éoliennes, mais force est de constater qu'ils en imitent bien le fonctionnement. Ils nous expliquent toute la journée, pendant
des années et des semaines qu'ils étaient contre la réforme des retraites, qu'ils étaient pour financer ceci et cela, mettre en place ceci ou cela. Et finalement, face à la réalité de la possibilité de gouverner, ils se rendent compte que c'est pas possible et ils reculent pour demander un audit. Donc moi, j'attends encore une fois le programme du Rassemblement national et là, nous pourrons regarder le chiffrage. Mais pour l'instant, nous ne l'avons pas. Sur le Front populaire, la NUPES, pour moi, c'est la NUPES, je suis désolée, quand on regarde comment ça fonctionne, c'est la même chose qu'en 2022. C'est un accord électoral marketé qui prend en otage la social-démocratie et eux, c'est très simple. À chaque mesure, une taxe supplémentaire. À chaque proposition, une taxe supplémentaire. À chaque volonté d'avancer, une taxe supplémentaire. Je pense que nous sommes déjà un pays avec une pression fiscale extrêmement importante. L'enjeu que nous avons aujourd'hui, c'est la bonne utilisation des comptes publics et c'est ce que nous faisons, nous continuons à faire en permettant à celles et ceux qui en ont plus besoin d'avoir la solidarité nationale, mais également en faisant en sorte que celles et ceux qui abusent de notre système soient sanctionnés, notamment au travers de toute la campagne qui a été menée sur la fraude fiscale et sociale par Gabriel Attal. Alors, côté gauche, François Hollande, qui était hier en campagne en Corrèze, il est candidat aux législatives, il a eu cette phrase « Le macronisme, c'est terminé ». Est-ce qu'il a vraiment tort? Et puis, qu'est-ce que ça vous inspire, cette phrase d'un ancien président de la République qui a été le supérieur d'Emmanuel Macron quand il était à l'Élysée? Eh bien, moi, j'ai envie de dire à monsieur François Hollande, effectivement, ancien Premier ministre de la République, avec tout le respect que sa fonction impose et oblige, que la social-démocratie n'est pas morte. C'est-à-dire? Pourquoi vous dites ça? Qu'en s'alliant avec cette nouvelle NUPES, je m'interroge énormément. Mais que si... Précisez les choses. Je vais préciser les choses. Et que si aujourd'hui, on a un ancien Premier ministre du Parti socialiste, de la social-démocratie, qui effectivement a rejoint cette NUPES dont on connaît aujourd'hui les dérives et les inquiétudes... Vous parlez d'un ancien Premier ministre ou d'un ancien président? Un ancien président, pardon. Excusez-moi, vous avez raison. Excusez-moi. Un ancien président... Eh bien, je leur dis que les valeurs et les actions et les envies de faire continuer à vivre la social-démocratie existent encore au sein d'autres blocs, et notamment le bloc central. Quand justement, il y a eu la crise Covid... Non, mais il dit le macronisme, c'est fini. C'est terminé. Mais très bien. Et alors, et après ? Moi, je lui dis, où sont les valeurs de la social-démocratie aujourd'hui? Il ne s'agit pas de parler d'un tel ou d'une telle. La situation est suffisamment grave. Là, il faut parler des valeurs, des actions que nous incarnons. Et aujourd'hui, moi, je demande plutôt, où sont les valeurs de la social-démocratie? Elles ne sont pas dans cet attelage qu'est la NUPES 2024. Elles sont bien ailleurs et nous devons continuer à avoir des actions et des politiques de solidarité face aux crises, mais des actions et de solidarité aussi face à la capacité de s'émanciper aujourd'hui dans notre pays, à travailler sur l'égalité des chances sans nous renier sur la sécurité et la justice. Et ça, pardon, mais c'est pas François Hollande qui va l'incarner au sein de la NUPES. En cas d'échec de la majorité aux législatives, l'ancien président du Conseil constitutionnel, Pierre Mazeaud, qui était ce matin l'invité des Enfants de la République sur Radio J, a considéré que la seule solution pour Emmanuel Macron, ça serait la démission. Qu'est-ce que vous lui répondez? Est-ce qu'il a vraiment tort? Je lui réponds, je me permettrai pas, je lui réponds simplement de dire qu'avant de parler du 30 juillet, du 14 juillet ou du 15 juillet, regardons le 30 juin. Le 30 juin, concentrons-nous. Nous n'avons qu'une semaine pour convaincre, une semaine pour expliquer que les sondages peuvent avoir tort. Nous avons déjà réussi à le faire par ailleurs. Là, l'enjeu est beaucoup trop grand pour essayer d'enjamber encore une fois une élection. Laissons les Français se concentrer avec un débat autour du 30 juin. Non, mais quand vous dites ça, ça veut dire que vous n'excluez pas une démission du président. Mais je n'ai pas à exclure une démission du président ou pas. Ce n'est pas ma place et ce n'est pas ma voie de le faire. Vous pensez que c'est possible ou pas qu'il démissionne? Le président de la République est élu jusqu'en 2027. Et d'ailleurs, je pense que le président de la République lui-même s'est prononcé sur cette possibilité un peu farfelue. Il avait dit, il avait dit aussi qu'il n'était pas question de dissoudre, il a dissous. La question aujourd'hui est quelle Assemblée nationale, quel Premier ministre, point. Le reste n'est que fantasme et supposition. Alors justement, s'il n'y a pas de majorité absolue, si l'Assemblée est ingouvernable, est-ce que ce ne sera pas la seule solution, c'est qu'il démissionne? Non mais, je le dis encore une fois, est-ce qu'on peut juste se concentrer sur le 30 juin Et après le 30 juin, si vous voulez, je reviens, et puis on voit... Mais quand vous dites ça, je vous répète, ça veut dire que c'est une hypothèse qui peut être le président envisagée. De la République, je le redis, pour la, je crois, 3e fois ou 4e fois, le président de la République est élu jusqu'en 2027. Est-ce que vous considérez, comme Nicolas Sarkozy, que le Rassemblement national a changé, que Jordan Bardella, comme il le prétend, est apte à gouverner?
Je crois que Jordan Bardella lui-même ne sait pas s'il est apte à gouverner ou pas. Je pense que Jordan Bardella lui-même est un peu apeuré de la situation. Il s'est un peu fait prendre au piège par effectivement le récit qui a été mis en place par Marine Le Pen depuis quelques semaines et quelques mois sur Jordan Bardella, Premier ministre. La première des choses qu'il fait quand on l'interroge sur son programme, c'est de dire « Attendez, je sais pas trop, il faut qu'on y travaille ». Non, il n'est pas prêt. Mais la seule raison pour laquelle il n'est pas prêt, c'est que en fait, il ne travaille pas. Il l'a toujours assumé au Parlement européen. Il refusait de siéger. C'est pas pour ça que demain à Matignon, il voudra effectivement travailler. Il l'a toujours dit, il l'a toujours assumé. Et d'ailleurs, la nomination du Premier ministre, c'est une prérogative du président de la République. Si le Rassemblement national remporte les élections, est-ce qu'il est certain que c'est Jordan Bardella qui sera nommé à Matignon? Vous avez répondu à la question, c'est une prérogative du président de la République. Donc ça peut être une autre personnalité? C'est une prérogative du président de la République et je pense que le président de la République s'exprimera largement seul dessus et il est en capacité de le faire largement sans que j'ai besoin ici de venir faire des suppositions. Moi, mon enjeu aujourd'hui, c'est le 30 juin, le 30 juin, le 30 juin. Alors, avant le 30 juin, il y a la campagne. Tout et Sébastien Chenu était donc l'invité du forum juste avant vous. Et il a confirmé que l'abattage rituel cachère qui impose l'étourdissement des bêtes sera accepté et pourra être appliqué en cas de victoire du RN et dans le cadre d'un gouvernement RN. J'ai pas bien compris, parce qu'en fait, aujourd'hui, ils considèrent que aussi bien pour le cachère que pour le halal, c'est interdit en France. Le cachère et le halal n'existent pas en France. Ils considèrent que, parce qu'il y avait un questionnement sur le fait que le Rassemblement national était pour ou contre l'étourdissement. On va faire des choses. Regardez, on va faire des choses très claires. C'est qu'en fait, Monsieur Chenu, qui a siégé à l'Assemblée nationale, d'ailleurs j'ai été député au même moment, devrait déjà aussi peut-être connaître les lois de notre pays. Et je l'invite à regarder précisément ce que disent les lois de notre pays sur le ministère, je crois que c'est le ministère de l'Agriculture, etc. Tout est bien précisé et je pense qu'il n'apprend rien aujourd'hui en disant ce qu'il a dit. En revanche, moi, je vais peut-être lui apprendre quelque chose. C'est que sur l'abattage avec étourdissement, une candidate pour être députée demain au sein du Rassemblement national, qui s'appelle Annika Bruna, qui est investie dans le Val d'Oise, si je ne m'abuse, avait fait un communiqué de presse en tant qu'eurodéputée, puisqu'elle était eurodéputée à l'époque, en disant « Avec mes collègues du Rassemblement national, nous déposerons bientôt une question écrite auprès de la Commission européenne pour lui demander l'interdiction de l'abattage sans étourdissement au sein de l'Union européenne. » Mais Sébastien Chenu, il dit non. Alors pourquoi il l'investit c'est peut-être les prochains ministres, le prochain futur Premier ministre qui décidera, et peut-être pas cette personne. Donc ça veut dire que le prochain Premier ministre n'écoutera pas l'Assemblée nationale, s'assiera sur la capacité de l'Assemblée nationale. C'est une question qu'on peut se poser. Mais en fait, la question qu'on se pose en permanence sur le Rassemblement national, c'est qui ils sont, où ils habitent en fait. Sur le fond, je parle vraiment sur le fond. Sur le reste, on connaît leurs origines et leur héritage. Je parle vraiment sur le fond. À chaque proposition, ils reviennent sur tout et n'importe quoi. Et même sur le sujet de la binationalité. Ils ont posé des amendements l'année dernière, des amendements. Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ils ont posé des amendements. Un binational, c'est faux. Un binational et français, donc il n'y aura pas de problème. Ils sont des menteurs, ce sont des menteurs. Et je le dis encore une fois, tout est écrit dans les amendements qu'ils ont posés l'année dernière. L'année dernière, ils ont posé des amendements au sein du Rassemblement national pour empêcher certains binationaux d'avoir accès à des travaux de la fonction publique. Alors, on poursuit, il nous reste 2 minutes, plein de questions. Bien sûr. Sur l'antisémitisme, l'explosion exponentielle de l'antisémitisme, qui est responsable? Est-ce que c'est Jean-Luc Mélenchon et ses lieutenants de LFI? Mais je le dis de façon très claire, que ce soit au Rassemblement national ou au sein de la LFI, il y a un problème d'antisémitisme. Et en revanche, s'il y a un problème d'antisémitisme au sein de ces deux familles politiques, RN et LFI, il n'y a pas les deux mêmes modalités. C'est-à-dire que d'un côté, certains le cachent en espérant gagner des voix, et de l'autre côté, eh bien, ils l'assument pour espérer effectivement aussi gagner d'autres voix. Donc moi je le dis, sur ça, ils se tiennent la main tous les deux, RN et LFI. Avec dans ce contexte le viol antisémite de cet enfant de 12 ans à Courbevoie, qui a pourtant conduit Aymeric Caron à se livrer à une concurrence victimaire en évoquant sur X, ex-Twitter, le meurtre en février dernier d'une mère de famille, Rome, soulignant que cet acte n'a pas reçu l'attention qu'il mérite. Qu'est-ce que ça vous inspire? Au drame qu'a subi cette jeune fille, il y a l'indécence d'Aymeric Caron. Et alors? Je pense, vous savez, je vais vous dire quelque chose que hier, une dame, je ne vais pas vous dire la ville pour le coup, parce que
C'est en campagne, mais une dame m'a dit sur un marché, une jeune femme qui m'a dit qu'elle était de confession juive, elle m'a dit de remuer tout ça en permanence, ça nous fait mal aussi. Ça veut dire quoi de remuer tout ça en permanence? Tout ce que c'est, tous ces tweets qui sont ressortis, tous ces tweets qui sont commentés. Donc là, vous ça parlez n'aide pas. des tweets de la France Insoumise et de Caron? Oui, Hein? ouais. On sait, franchement, on le sait. Est-ce qu'on a besoin encore de le prouver? C'est-à-dire, on sait quoi? Qu'ils ne seront jamais un rempart à l'antisémitisme, au contraire. On le sait. Vous parlez de qui? De LFI? De la LFI. Et je vous Ouais. le disais tout à l'heure, le Rassemblement National Ouais. aussi. Mais est-ce qu'on a aussi besoin en permanence de le rappeler? Hmm. C'est une réalité. Passons. Maintenant, combattons-le avec les dispositifs qui sont les nôtres, aussi bien en termes de justice qu'en termes d'autorité. Dernière question. Prisca Thévenot, vous allez sans doute vivre mercredi prochain votre dernier conseil des ministres avant votre défaite annoncée Oh, c'est sympa ça, dis donc. aux législatives. Rien n'est joué le 30 juin. Comment vous vivez cette séquence? Déjà, je Futur pense que, battu. vraiment, je le redis encore une fois, rien n'est joué à celles et ceux qui nous écoutent. Non, on peut se mobiliser pour le 30 juin. Ensuite, oui, il y a un conseil des ministres, peut-être le dernier, je n'en sais rien. Mais moi, je vais continuer à avancer. J'avance pour mon pays, pour agir. Je n'avance pas pour savoir quand je pourrais être au conseil des ministres ou pas. Et je veux aujourd'hui continuer à avancer pour continuer à faire que nous soyons fiers d'être français. Nous soyons fiers d'être dans ce beau pays qui continue à rayonner partout en Europe et dans le monde. Merci Prisca Thévenot, d'avoir répondu à notre invitation. Bonne fin d'après-midi sur Radio J. Merci.